Bienvenue sur les cours de Jean-Phi dans ce nouveau chapitre où on va parler taille des ensembles. On va comparer en fait des ensembles qui sont infinis ou infinis dénombrables. Alors je rappelle qu'on a déjà traité des ensembles finis et qu'on a dit deux mots sur les ensembles infinis bien sûr, dans le chapitre consacré aux entiers naturels, à l'ensemble des entiers naturels. Et donc, on a déjà quelques connaissances, et même beaucoup de connaissances sur les ensembles finis. On ne reviendra pas dessus, d'accord? Mais juste sur quelques définitions que je mets ici en rappel. Donc, deux ensembles E et F sont équipotents s'il existe une bijection de E vers F, de F vers E. Donc, la relation d'équipotence s'écrit comme ça. Un ensemble A est infini s'il existe une injection de N vers A. Un ensemble A est fini s'il n'est pas infini, ce qui équivaut à dire qu'il est vide ou qu'il est équipotent à un intervalle 1n, et dans ce cas, le n est unique et s'appelle le cardinal de l'ensemble. N étoile et n privé d'un élément sont infinis. On verra après qu'ils sont infinis dénombrables. Tout ensemble équipotent à une de ses parties strictes est infini, ça on l'a démontré dans le chapitre sur les entiers naturels. Si E est fini et F infini, alors il existe une injection de E vers F et une surjection de F vers E. Mais il n'existe pas d'injection de F vers E et il n'existe pas de surjection de E vers F. Ça aussi, ça a été démontré. Alors, on dira qu'un ensemble E est infiniment dénombrable si E est équipotent à N, c'est-à-dire qu'il y a une bijection entre E et N. Alors, c'est le cas de N évidemment, parce que l'identité est une bijection de n vers n. C'est le cas aussi de n étoile, parce que on l'a démontré dans le premier chapitre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait comme bijection entre n et n étoile? Eh bien, à n vers n étoile, on a ceci, x donne son successeur. Et donc ça c'est une bijection. Et en fait, en ne modifiant pas grand chose, on avait démontré aussi que n était en bijection avec n privé d'un élément. Un ensemble E est dénombrable si E est fini ou infini dénombrable. Alors c'est une petite différence avec certains auteurs. Il y en a qui disent que dénombrable, c'est infini dénombrable. Mais la plupart du temps, l'idée de dénombrer, c'est de pouvoir compter. Alors évidemment, dans un ensemble infiniment dénombrable, on compte infiniment. Dans un ensemble dénombrable, on compte, puis à un moment donné, ça s'arrête. Alors moi, je dirais dénombrable ou infini dénombrable. Donc dénombrable, pour moi, ça peut être fini, donc même vide, ou infini dénombrable. Si E et F sont infinis dénombrables, alors ils sont tous les deux équipotents à N, donc ils sont équipotents entre eux, puisque la relation d'équipotence est une relation d'équivalence. Deuxième propriété, si A est équipotent à B, deux ensembles équipotents, et qu'il y en a un qui est infini dénombrable, mettons A, à ce moment-là, ça veut dire que A est équipotent à N, donc B va l'être aussi. Donc B va être infini dénombrable. Voilà pour ces premiers rappels de définition de propriété qui étaient connus. Propriété. N étoile, n privé de A sont infinis dénombrables. Je le noterai désormais comme ça.
n parce que on a la bijection naturelle, l'identité entre n et n. N étoile, c'était la fonction successeur. On l'avait déjà démontré qu'n étoile était équipotent à n grâce à la fonction successeur x donne x plus 1. Et on l'avait prouvé le résultat aussi pour n-1. Il était équipotent à n. A est id, infiniment dénombrable, implique que l'ensemble A peut s'écrire comme ça. En effet, il existe une bijection U de n vers A qui fait que chaque élément x de A est un U de K. K appartenant à n. Et qu'on peut écrire comme ça. Ça permet de mettre des indices aux éléments d'un ensemble fini. Et ça permet de faire un tri dans les éléments et de considérer par exemple celui qui a le plus petit indice. Ça évite d'utiliser notamment l'axiome du choix dans les démonstrations. A inclus dans n implique que A est dénombrable. Alors si A est fini, ben, il est dénombrable, et si A n'est pas fini, ça veut dire qu'il est infini, donc il y a une injection de n vers A. Mais il y a aussi l'injection naturelle, comme A est inclus dans n, x donne x. Donc en fait, il y a une injection de n vers A, une injection de A vers n, d'après le théorème de Bernstein, qui, je le rappelle, n'utilise pas l'axiome du choix. On a une bijection entre n et A. Donc, A est bien infini dénombrable. Voilà, c'est-à-dire que si A est infini, il est infini dénombrable. Donc s'il est soit fini, soit infini dénombrable, donc il est bien dénombrable. Si E est un ensemble non vide, E dénombrable implique qu'il existe une injection de E vers n. Alors, si E est fini, ben, on a une bijection vers un n qui induit une injection de E vers n. D'accord ? Et comme E est infiniment dénombrable, et si E est infiniment dénombrable, ça c'était le cas fini. Si E est infiniment dénombrable, là on a une bijection entre E et n. Donc dans les deux cas, en fait, on a une injection entre E et n, et donc c'est bon. Maintenant, réciproque. S'il y a une injection entre E et n, alors, bah, si E est fini, alors il sera dénombrable, et si E n'est pas fini, bah, si E n'est pas fini, il est infini. Donc il y a une injection entre n et E. Bon, ben là aussi, on a une injection entre n et E, une injection entre E et n. Donc d'après Bernstein, il y a une bijection entre n et E qui fait que E est dénombrable. Troisième propriété, E différent de vide, E dénombrable équivaut à il existe une surjection entre n et E, de n vers 1. Dans ce sens-là, alors si E est fini, bah, on a une bijection de n vers E qui induit une surjection de n vers E en posant S de k est égal à B de k si k est entre 1 et n, et puis sinon égal à un élément quelconque de E. Bon ben ça, c'est évident que c'est une surjection parce que déjà S de 1n était égal à E. Donc c'est terminé. Donc on a notre surjection. Et si E est ID, est infiniment dénombrable, on a une bijection entre n et E. Et donc L c'est bien une surjection. Donc c'est fait dans ce sens-là. Alors maintenant dans l'autre sens, N est une surjection de n vers E. S pardon, est une surjection. Donc quel que soit x appartenant à E, S-1 de x est non vide. Et c'est une partie non vide de n, donc elle a un plus petit élément. Et on peut construire l'application qui a E de E vers n, qui à x associe le plus petit élément de S-1 de x. Elle est injective, en effet, si on prend x différent de x', S-1 de x et S-1 de x' sont disjointes. D'accord ? Donc, le plus petit élément de S-1 de x qui appartient à S-1 de x, le plus petit élément de S-1 de x' qui appartient à S-1 de x' ne peuvent pas être égaux puisque S-1 de x et S-1 de x' sont disjoints. Donc elle est injective.
Donc ici on a une injection, ce qui prouve que E est dénombrable. Alors évidemment, j'aurais pu démontrer plus rapidement cette équivalence, mais en utilisant l'axiome du choix, parce que j'ai démontré déjà que E dénombrable, ça équivaut à dire qu'il y a une injection entre E et N. Et avoir une injection de A vers B, c'est équivaut à avoir une surjection de B vers A. Sauf que, dans un des deux sens, on a besoin de l'axiome du choix. Et là, comme on travaille en fait sur des ensembles qui sont dénombrables, eh bien, il y avait possibilité de faire une démonstration sans utiliser l'axiome du choix. Avouez que c'est quand même un peu plus joli. Propriété, n croix n est infini dénombrable. On considère l'application qui a np appartenant à n2 associe 2 puissance n, facteur de 2p plus 1, appartenant à n étoiles. Donc 1 par exemple peut s'écrire 2 puissance 0, facteur de 2 fois 0 plus 1. Et pour un entier naturel supérieur ou égal à 2, on considère sa décomposition en produit de facteur premier. Bon, s'il est impair, il n'y a que 2p plus 1, on prend n égale 0. Et s'il est pair, on considère le nombre maximal de fois où 2 intervient, donc 2 puissance n, dans la décomposition. Donc le résultat, ça peut être 2 puissance n, hein, si 2 est le seul diviseur premier du nombre, auquel cas on prend p égale 0. Et sinon, c'est 2 puissance n fois un nombre qui va être le produit de nombre premier supérieur à 2, donc ça sera un nombre impair de p plus 1. Donc ça démontre qu'elle est surjective. Et puis bon, l'injection est évidente parce que si 2 puissance n fois 2p plus 1 est égal à 2 puissance p, est égal à 2 puissance m de q plus 1, eh bien par exemple si n est supérieur ou égal à m, on divise, et donc on a 2 puissance n moins m, fois ça est égal à ça c'est un nombre impair. Si on veut qu'ici ça soit un nombre impair, il faut que l'exposant sur le 2 soit nul, donc il faut que n soit égal à m. Et puis ensuite, 2p plus 1 égale 2q plus 1, ça fait p égale q. Donc elle est injective, surjective, bijective. Donc n croix n va donc être équipotent à n étoile, lui-même équipotent à n. Donc n croix n est équipotent à n, et donc infini dénombrable. Alors, si A est équipotent à A', B à B', A croix B est équipotent à A', croix B'. Bon, on prend une application U de A vers A', une application B de V de B vers B', et l'application F de AB vers A' croix B', qui à AB associe U de A, V2. Bon, il est évident que si je prends un élément A', B' dans A' croix B', eh bien A' va être un U de A et B' un V de B, donc elle sera surjective. Et que si U de A, V de B est égal à U de A', V de B', comme U est une bijection et V aussi, j'aurai tout de suite A égale A', B égale B', donc on a bien une injection aussi, donc on a une bijection, et donc ils sont équipotents. On a une partie A de B, B est dénombrable, alors A est dénombrable. En effet, on a une injection naturelle de A vers B, qui est l'identité. Comme B est dénombrable, il y a une injection de B vers N, et donc par composition, on a une injection de A vers N, et donc A est dénombrable. Si A et B sont non vides et dénombrables, alors A croix B est dénombrable. Bon, ça, on prend une injection de A vers N, une injection de B vers N, et toujours on fait la même fonction qui à AB fait correspondre IA I'B. Bon, elle va être injective pour les mêmes raisons. Donc ici j'ai une injection suivie d'une bijection entre N2 et N parce que je sais qu'ils sont équipotents. Donc par composition, j'ai une injection de A croix B dans N, et donc A croix B est infiniment dénombrable. Alors maintenant, non, est dénombrable, pardon.
Alors pourquoi est-il infiniment dénombrable? Alors je le dis rapidement. En fait, il suffit de démontrer qu'il est infini. Infini dans un infini dénombrable, c'est infini dénombrable. Non, infini dans un dénombrable, je veux dire. Alors, pourquoi est-il infini? Eh bien, oui. Il suffit de supposer, donc il y en a un des deux, s'il y a un des deux est infini dénombrable. Par exemple, supposons que B soit infini dénombrable. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, je vais prendre un A appartenant à grand A, parce qu'ils sont non vides, et je vais considérer A croix B. Bon, bah, là, je peux faire une application de B vers A croix B, qui à X fait correspondre à X. Et je vois bien que c'est une bijection, c'est évident. Et donc, je peux dire que A croix B, il est équipotent à B, qui est infini dénombrable. Donc, cet ensemble-là va être infini dénombrable. D'accord? Donc, comme il va être infini dénombrable, en réalité, il va être infini. Il va être infini, mais il est inclus dans A croix B. A croix B qui, du coup, va être infini. Et comme il était déjà dénombrable, eh bien, il va être infini dénombrable. Voilà. Alors maintenant, si A et B sont dénombrables, pourquoi est-ce que A union B est dénombrable? Eh bien, c'est évident, et si A égale vide ou B égale vide, parce qu'à ce moment-là, A union B est égal à A ou B. Sinon, sinon premier cas, A inter B est égal à vide. Eh bien, dans ce cas-là, on considère l'injection de A vers N, puisqu'ils sont dénombrables, l'injection de B vers N, et on construit toujours la même application, qui est une injection, et de A union B, ah oui, alors toujours la même, non, c'est pas toujours la même application. C'est l'application qui à X fait correspondre I de X si X appartient à A, et I' de X si X appartient à B moins A, parce qu'on est soit l'un soit l'autre, d'accord? Et comme I et I' sont des injections, c'est facilement une injection. Oui, c'est une injection parce que I de X ne peut pas être égal notamment à I' de Y, parce que I de X, ça veut dire que X appartient à A, I' de Y, ça veut dire que Y appartient à B moins A. Donc ils ne peuvent pas être égaux, X et Y. Et puis I de X égale I de X', si X et X' appartiennent à A, ben, I est une injection X égale X'. Et puis pareil ici, puisque I' est une injection à partir de B. Voilà, donc ça c'est une injection, donc ça dit que N est, ça dit que A union B est donc dénombrable. Voilà, et puis si A inter B est non vide, on peut dire que A union B c'est pareil que A union B' ou B' égale B moins A, et dans ce cas-là, comme B' est inclus dans B, il est aussi dénombrable, d'accord? Et donc je suis ramené au cas précédent, c'est-à-dire que j'ai deux ensembles qui sont disjoints, et donc deux ensembles dénombrables disjoints, donc la réunion est dénombrable. Alors maintenant, s'il y en a un qui est infini dénombrable, par exemple, imaginons que ça soit A qui soit infini dénombrable, ben je remarque que A est inclus dans A union B, que si A est infini, ben ça implique que A union B est infini, et comme il était déjà dénombrable, eh bien A union B va être infini dénombrable, et c'est gagné. Toute réunion finie d'ensemble dénombrable est dénombrable. Et elle est infiniment dénombrable si l'un des ensembles est infiniment dénombrable. Alors pour démontrer ça, on fait une récurrence sur l'union de 1 à n des EK. Alors c'est évidemment vrai si n est de vaut 1, puisque à ce moment-là c'est E1. Donc si E1 est dénombrable, ben, l'union est dénombrable. Et s'il est infiniment dénombrable, l'union est infiniment dénombrable. Bon, c'est vrai pour 2 aussi, parce qu'on l'a déjà démontré. Alors supposons P de n vrai, et considérons union de 1 à n plus 1 des EK. Et donc évidemment on écrit ça comme étant l'union
de 1 à n des EK, union En plus 1, et donc le tour est joué, c'est-à-dire que dénombrable, ça c'est dénombrable à cause de l'hypothèse de récurrence, donc le résultat est dénombrable. S'il y en a un qui est infiniment dénombrable, par exemple si c'est En plus 1, ben c'est gagné, hein, parce que dénombrable, union, infiniment dénombrable, on l'a déjà vu. Et puis si lui il est fini, ben, et qu'il y en a un des autres qui est donc infiniment dénombrable, ben à ce moment-là c'est ça qui va être infiniment dénombrable, union finie, union dénombrable, ça fera infiniment dénombrable. Donc on a bien les résultats par récurrence sur n. Voilà, donc j'ai été vite là-dessus puisque c'est facile. On passe au suivant, où on a une famille EK d'ensemble, donc c'est pareil, hein, EK compris entre 1 et n, non vide dénombrable. Alors leur produit cartésien, le produit pi de 1 à n des EK, je rappelle que c'est l'ensemble des applications de l'intervalle du segment AN de grand N vers l'union des EK. Eh bien, elle est dénombrable et infinie dénombrable si l'un des EK est infini dénombrable. Alors en fait, si n vaut 1, pi de 1 à 1 des E1, bah, c'est les fonctions de 1 vers E1, donc c'est équipotent à E1, donc dénombrable, et infiniment dénombrable si E1 est infiniment dénombrable. Si n est égal à 2, c'est E1, c'est équipotent à E1 croix E2, et donc, on a déjà démontré le résultat, c'est-à-dire que s'ils sont dénombrables, le résultat est dénombrable. S'il y en a un qui est infiniment dénombrable, le résultat est infiniment dénombrable. Supposons le résultat vrai à l'ordre n et considérons un produit de n plus 1 ensemble. Je peux toujours l'écrire à y fois y croix en plus 1 avec y est égal à ça. Donc ça c'est dénombrable parce que c'est l'hypothèse de récurrence. Dénombrable, dénombrable, donc le produit est dénombrable et grand X est dénombrable. Maintenant, s'il y en a un qui est infiniment dénombrable, par exemple ça peut être n plus 1, et bien à ce moment-là, j'ai y qui est dénombrable, croix en plus 1 qui est infini dénombrable, le résultat est infini dénombrable. Et si lui, il est fini et que celui qui est infiniment dénombrable, c'est un des EK qui interviennent dans Y, et bien à ce moment-là, puisque dans Y il y a un infini dénombrable, bah, j'ai pris ça dans mon hypothèse de récurrence, hein, ça va être infini dénombrable. Et à ce moment-là, infini dénombrable croix cet ensemble qui est fini, de toute façon ça fera infini dénombrable. Donc dans tous les cas, s'il y a, donc la récurrence est terminée, donc la propriété est toujours vraie, dans tous les cas, si un produit fini d'ensemble non vide dénombrable est dénombrable, et si un des ensembles est infini dénombrable, le produit est infini dénombrable. Toute réunion infinie dénombrable d'ensemble non vide dénombrable est dénombrable. Et elle est infiniment dénombrable si l'un des ensembles est infiniment dénombrable. Donc prenons une famille d'ensembles. Comme elle est infiniment dénombrable, cette famille, on a déjà vu qu'elle pouvait s'écrire sous la forme union de 1 à la plus l'infini DAN, ou de 0 à plus l'infini même. Tout ce qui est de 0 à plus l'infini, on peut l'écrire à 1 à plus l'infini. Ou, allez, soyons fous, oui, on va laisser 0, c'est pas grave. Et donc, union pour n appartenant à n des AN. Et on considère, puisque les AN sont dénombrables, on sait qu'il existe une injection de AN vers n. On considère Y, qui est l'union pour n appartenant à n, des couples n fn de x, x appartenant à n. Normal, puisque fn de x, il faut que x appartienne à n. Donc ce sont des couples où n appartient à grand N et fn de x appartient à n. Donc ce sont des couples qui sont tous dans n croix n, qui est infini dénombrable, on l'a vu. Donc y est une partie d'un ensemble infini dénombrable, donc est infini dénombrable. Est dénombrable, pardon. Est dénombrable.
Voilà, il est dénombrable. Alors maintenant, si t appartient à y, donc, il existe un n et un x tel que t est égal à n fn de x, et donc t est de la forme ny, et si je pose y égale fn de x est égal à fn moins 1 de y, fn moins 1 c'est bien un singleton parce que fn est injective. Donc quand un élément ici a un antécédent, il n'en a qu'un. Donc, je peux écrire que t est égal à p, virgule... Alors, il y a unicité. Il y a unicité parce que si j'ai t qui est aussi égal à p fp de y, qu'est-ce que j'ai? J'ai n égale p, donc je vais avoir fn de x égale fp de y, et comme fn est injectif, j'aurai x égale y. Donc, ça me permet de définir l'application de y vers x, qui a ny associe fn-1 de y, que je peux appeler x. Et cette application, donc, en vertu de ce que j'ai dit avant, est parfaitement définie. Alors, elle est surjective, parce que si je prends alpha appartenant à x, oui, alors, le résultat est bien dans x, parce que le résultat, là, c'est un x, c'est un fn-1 de y qui appartient effectivement à n, donc à x. Il est dans un des AN, donc il est bien dans x. Alors, si alpha appartient à x, il existe un n tel que alpha appartient à n, y est donc égal à y est égal à fn de alpha appartient à n, et j'ai alpha qui est égal à fn-1 de y. Donc j'ai f de ny qui est égal à fn-1 de fn de alpha, c'est-à-dire à alpha. Et donc je vois bien que mon alpha est un f de ny. Bon, en fait, elle a été construite pour que ça marche, évidemment. Donc j'ai une fonction surjective de y vers x, et je sais que x, lui... Non, je sais que y est dénombrable, donc j'ai une surjection de n vers y. Et donc quand je compose celle-là d'abord suivie de celle-là, ça fait que f en s est une surjection de n vers x. Et donc, x est dénombrable. Voilà. Alors maintenant, s'il y a un des AK qui est infiniment dénombrable, comme il est dans l'union, AK est inclus dans grand X, donc il est infini, il est inclus dans X qui est dénombrable, donc X est infini dénombrable, et la propriété est démontrée. On va prouver maintenant que R n'est pas dénombrable en utilisant la diagonale de Cantor. Alors pour faire ça, nous allons démontrer que l'intervalle semi-ouvert 0,1, qui est infini parce que si je prends cette... alors je vais mettre n plus 1 pour pas qu'il soit égal à 1. Si je prends cette application-là qui est injective de n étoiles vers 0,1 ouvert, eh bien elle implique évidemment que l'ensemble des 1 sur n plus 1 est infini, et comme il est inclus dans l'intervalle 0,1, ça veut dire que 0,1 est infini. Supposons que cet intervalle soit dénombrable. Donc il y aurait une bijection entre n étoiles et puis 0,1, parce que n étoile est équipotent à n. Alors quel que soit n appartenant à n étoile, b de n, qui appartient à cet intervalle, pourrait s'écrire 0,un, un2, etc., etc. Bon, alors, quitte à mettre une infinité de 0 à la fin. Alors, donc, j'écris UNK, les décimales de B de n, et je construis le réel x égale 0, suivi des Vn, en décidant que Vn, qui est la nème décimale,
sera égal à 4 hein, si UNN est différent de 4 et qu'elle sera égale à 3 si UNN est égal à 4. Bon, par exemple, imaginons que B de 1 ça soit ça, B de 2 ça soit ça, et B de 3 ça soit ça. Alors, mon nombre X va être comment? J'attaque la première décimale qui est 1, qui est donc différente de 4. Donc, puisqu'elle est différente de 4, je mets 4. La deuxième qui est égale à 4, ah ben je mets 3. La troisième qui est différente de 4, je mets 4. Voilà. Alors donc, j'ai X qui appartient à 0, 1 ouvert, et quel que soit n appartenant à une étoile, évidemment, X est différent de Bn. Pourquoi? Parce que la énième décimale de X n'est pas égale à la énième décimale de UN. Parce que quand la énième décimale de UN vaut 4, celle de Vn vaut 3. Et quand la énième décimale de UN n'est pas égale à 4, celle de Vn vaut 4. Donc en fait, X ne peut pas être un B de n, ce qui veut dire que B n'est pas surjective, ce qui pose un problème pour une bijection. Donc en fait, on avait mal supposé, et donc ça veut dire que l'intervalle 0, 1 n'est pas dénombrable. Alors comme il est infini, donc il n'est pas dénombrable, ça me suffit. Il n'est pas dénombrable, et donc comme il est inclus dans R, ça veut dire que R n'est pas dénombrable, et donc on a démontré. En fait, R est un ensemble infini qui n'est pas dénombrable. Il est infini parce que on vient de dire que 0, 1 était infini, puis bon, il contient n qui est infini. Donc R est un ensemble infini, mais pas dénombrable. Et pour le moment, c'est le premier ensemble infini non dénombrable que l'on connaisse. Encore que... Ouais, on va dire, concrètement. Q, alors, deuxième propriété, Q est dénombrable et l'ensemble des irrationnels, que je note IR, c'est-à-dire R privé de Q, ne l'est pas. Bon, il y a un chapitre où on construit Z et Q et on explique leurs propriétés et on revient un petit peu sur la cardinalité. Mais bon, là, je réexplique d'abord pourquoi Z est bien dénombrable. Eh bien, en fait, il y a une bijection entre Z étoile moins, c'est-à-dire l'ensemble des nombres relatifs strictement négatifs, et n étoile. Hein, bon, bah, cette bijection, elle est évidente, c'est n fait correspondre moins n, d'accord? Bon, et comme n étoile est dénombrable, enfin est infini dénombrable, c'est le cas aussi de Z étoile moins, d'accord? Et comme Z est égal à Z étoile moins union n, hein, union disjointe d'ailleurs, eh bien on obtient que Z est bien infini dénombrable. Bon, maintenant, si je prends NP dans l'ensemble Z croix n étoile, bah, Z croix n étoile, il est dénombrable parce que c'est un produit d'ensemble dénombrable. Eh bien, je forme l'application qui à NP fait correspondre n sur P. Possible, hein, puisque B est un entier naturel positif. Je sais que j'obtiens comme ça toutes les fractions. D'accord? Et évidemment, c'est une surjection, c'est pas une injection, hein, parce que les fractions ont plusieurs écritures équivalentes. Je suis multiplié par lambda en haut et en bas. Mais c'est une surjection. On obtient bien toutes les fractions peuvent s'écrire de cette forme-là. Donc, comme c'est une surjection d'un ensemble dénombrable vers Q, ça prouve que Q est dénombrable. D'accord? Et donc, puisque Q est dénombrable, et infini dénombrable, parce que Q contient n, hein, donc il est infini dénombrable. Hein. Alors maintenant, l'ensemble des irrationnels. Bah, R est égal à Q union ensemble des irrationnels. Si les irrationnels étaient dénombrables, comme Q est dénombrable, on a une union de deux ensembles dénombrables et on obtiendrait que R est dénombrable, ce qui n'est pas le cas. Donc on en déduit que l'ensemble des nombres irrationnels n'est pas dénombrable et on a ainsi tout démontré. Rappel, hein, n croix n est en bijection avec n, donc équipotent à n.
L'ensemble des irrationnels n'est pas dénombrable. En effet, R qui n'est pas dénombrable est la réunion de Q qui est dénombrable avec l'ensemble des irrationnels. Donc si celui-là était dénombrable, la réunion serait dénombrable. A inclus dans B implique P de A inclus dans P de B. Bah oui, parce que tout élément de P de A est un ensemble inclus dans A, donc inclus dans B, donc un élément de P de B. Si l'inclusion est stricte, ici elle est stricte aussi, il suffit de considérer la partie B qui est un élément de P de B, et comme A est inclus strictement dans B, B n'est pas inclus dans A, et donc B n'est pas un élément de P de A. Si A est équipotent à B, dire que A est fini, ça équivaut à dire que B est fini, et dire que A est infini dénombrable, ça équivaut à dire que B est infini dénombrable. Ça, on l'a déjà fait, c'est évident. Hein. Si A est fini, il est équipotent à un intervalle du genre 0A de n, et donc l'autre aussi. Et si A était infini dénombrable, il est équipotent à un grand N, donc l'autre aussi. Quels que soient les ensembles A et B, soit il y a une injection, il existe une injection de A vers B, soit il existe une injection de B vers A. Évidemment, il peut très bien y avoir les deux. D'accord ? Alors s'il y a les deux d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, il y a une bijection de A vers B. C'est le théorème de Bernstein. Et enfin, s'il existe dire qu'il existe une injection de A vers B, ça équivaut à dire qu'il existe une surjection de B vers A. Bon, je démontrerai peut-être les trois à la fin du chapitre. Celui-là, le dernier Bernstein, n'est pas trop dur à démontrer. Les autres, celui-là, il y en a un où le sens est un peu délicat. Ça utilise l'axiome du choix. Et là aussi, on utilise l'axiome du choix ou bien de Zermelo qui découle du choix, qui est équivalent au choix. On verra, peut-être ou dans un autre chapitre, je verrai. On dit que l'ensemble A est moins puissant que l'ensemble B, et on note A inférieur ou égal à B. Alors il y en a qui mettent deux flèches. Il y en a qui écrivent aussi comme ça. C'est surtout comme ça qu'on écrit. Moi là, je l'écris comme ça. Alors il y en a qui l'écrivent comme ça. Et puis strictement comme ça. Si A est égal à vide ou s'il existe une injection de A vers B. Il est strictement moins puissant que B si A est moins puissant que B, mais que B n'est pas moins puissant que A. Ce qui revient à dire que A est moins puissant que B, mais que A n'est pas équipotent à B. En effet, si on prend cette hypothèse-là, A ne peut pas être équipotent à B, parce que si A était équipotent à B, il y aurait une bijection entre A et B, ce qui fait une injection de B vers A. D'ailleurs, quand deux ensembles sont équipotents, on peut très bien dire que chacun des deux est moins puissant que l'autre. Hein. Mais ce n'est pas strict. Et puis là, si on prend ça, ben, il ne peut pas y avoir B moins puissant que A, parce qu'à ce moment-là, A moins puissant que B, B moins puissant que A, c'est ça. C'est Bernstein. Il y a une injection de A vers B, une injection de B vers A, et à ce moment-là, on a A équipotent à B. En fait, cette histoire de moins puissant, l'injection, elle veut dire quoi? Elle veut dire que A a une taille moins importante que B. Voilà. L'équipotent, c'est pour dire qu'ils ont la même taille. Chacun des éléments peut être lié à un autre par une bijection. D'accord? Là, quand je fais une injection, bien sûr, hein, une injection, l'autre, il est obligé d'être plus grand, ou au moins ou égal. D'accord? Il ne peut pas être plus petit. Bon, dans le cas fini, évidemment, c'est évident. Hein, d'accord? On aurait des problèmes. Si A est moins puissant que B et B est moins puissant que C, alors A est moins puissant que C, parce qu'il y a une injection de A vers B, de B vers C, et par composition de A vers C. Si A est moins puissant que B et B est moins puissant que A, ben c'est Bernstein. Donc A est équipotent à B. Quel que soit A, B, soit A est moins puissant que B, soit B est moins puissant que A, ben c'est exactement ça. D'accord? Voilà. Alors, on peut conclure par deux ou trois autres propriétés qui sont elles aussi immédiates. Alors, une qui va dire que si A et B sont finis, bah évidemment, dire que A est moins puissant que B,
ça équivaut à dire que cardinal de A est inférieur ou égal à cardinal de B. En fait, ça on l'a déjà démontré avec les ensembles finis. Dire qu'il y a une injection entre les de A vers B, ça équivaut à dire ça. Et puis évidemment, A strictement moins puissant, ça équivaut à dire que cardinal de A est inférieur à cardinal de B. Donc je ne le démontre pas, ça a déjà été fait dans un autre chapitre. Si A est fini et B infini, A fini, B infini, alors forcément on va avoir A qui est strictement moins puissant que B. S'il est fini, il y a une bijection de A vers un intervalle du genre 0n, puis ensuite de 0n on peut aller vers n par une injection, puis ensuite de n vers b par une autre injection puisque b est infini, et donc en composant les injections, on aura une injection de A vers B, et donc on aura ça. Mais ils ne peuvent pas être équipotents puisqu'il y en a un qui est fini et l'autre infini. Donc on aura bien ça. Et puis enfin, s'il y en a un qui est infini dénombrable, par exemple A, qui est infini dénombrable, et B qui est infini non dénombrable, eh bien là aussi, on a A qui est strictement moins puissant que B, parce que A est infini dénombrable en bijection avec n. Là, j'ai une injection de n vers B, donc j'aurai bien une injection de A vers n, et j'aurai donc bien ça. Mais évidemment, ils ne peuvent pas être équipotents, parce qu'il y en a un qui est infini dénombrable, et l'autre qui ne l'est pas. Donc, on a ça. Et puis enfin, on peut terminer par une propriété de l'inclusion, qui découle aussi de tout ce qu'on a dit, hein. C'est que si A est inclus ou égal à B, alors A est moins puissant que B. C'est évident parce que là il y a une inclusion, hein, x donne x. Hein. Et puis si l'inclusion est stricte, alors A est strictement inférieur à B. Et bien ça c'est justement faux. C'est faux, et alors un contre-exemple, c'est l'ensemble des nombres pairs. Hein, l'ensemble des nombres de pairs, on a déjà vu qu'il y a une injection, qu'il y a une bijection qui est avec n, alors parce que oui, il est équipotent à n, parce qu'il suffit ici à n, on fait correspondre 2n. Voilà, c'est ça. Et donc on a une bijection. Donc cet ensemble-là est équipotent à n, hein, d'accord? Donc, et l'ensemble des nombres pairs, évidemment, il est strictement inclus dans n. Et pourtant, ils sont équipotents. Voilà, donc ça n'implique pas ça. Et on a terminé pour tout. Théorème, soit E un ensemble quelconque, alors l'ensemble des parties de E est équipotent à l'ensemble des applications de E vers 0,1. Alors, si E est 2+, si E est fini de cardinal n, alors P de E est fini de cardinal 2 puissance n. Démonstration. Alors prenons d'abord le cas où E est l'ensemble vide. L'ensemble des applications du vide vers 0,1, c'est une application qui s'appelle vide. Bon. Donc le cardinal de cet ensemble, c'est 1. Et l'ensemble des parties du vide, bah, c'est la partie vide, donc c'est 1 aussi. Donc on peut dire que dans ce cas-là, il y a les deux ensembles sont équipotents. De cardinal 1. Supposons désormais que E est différent du vide. Eh bien, on va considérer une fonction phi de l'ensemble des applications de E vers 0,1 vers P de E, définie de la façon suivante. Donc, si f est une application de E vers 0,1, phi de f, ça va être f-1 de 1. Ce qui est tout à fait légitime, puisque 1 appartient, on est sur une fonction dont l'ensemble d'arrivée est 0,1.
Alors, cette fonction est injective. En effet, si f est différent de g, alors, on peut même dire que c'est équivalent, il existe x appartenant à e tel que f de x est différent de g de x. Alors f de x, ça prend que deux valeurs, c'est soit 0, soit 1. Et g de x, pareil. Donc en fait, pour que ça soit différent, il faut qu'il y en ait un qui prenne la valeur 0 et l'autre 1. Ce qui revient à dire que f-1 de 1 est différent de g-1 de 1. D'accord? Parce qu'il y en a un qui appartient à f-1 de 1. Hein, par exemple, ici, x appartient à f-1 de 1. Et là, il n'appartient pas à g-1 de 1. Et là, c'est pareil. Donc, elle est injective. Elle est surjective parce que si on prend une partie a de e, eh bien, on peut toujours dire que a, c'est phi de 1a. 1a, c'est la fonction qui a tout x qui a x appartenant à e, associe 1 si x appartient à a, et 0 si x n'appartient pas à a. Donc effectivement, f-1, c'est-à-dire 1 moins 1 de a, c'est a. Donc voilà, c'est surjectif. Donc bijectif. Donc P de E est équipotent à l'ensemble des applications de E vers 0,1. Et donc la première partie du théorème est démontrée. La deuxième partie va se démontrer en faisant une récurrence sur n. Si n est égal à 1, A est l'ensemble et le singleton A. L'ensemble des parties de A, c'est vide et puis A. Et l'ensemble des fonctions de A vers 0,1, ben, c'est la fonction qui a A fait correspondre 0 et la fonction qui a A fait correspondre 1. Donc là, le cardinal de chacun, c'est 2, c'est bien 2 puissance n. Supposons que la propriété, ce que j'appelle la propriété Pn, c'est ça. Hein. Si E est de cardinal n, P de E est de cardinal 2 puissance n, supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n. Et on va considérer P2 qui est l'ensemble des parties de A. Alors, P1, c'est les parties de A qui contiennent A. Alors, A, c'est un élément que j'ai choisi dans l'ensemble grand A. D'accord? Donc, il y a les parties de A qui contiennent petit a. Et puis, j'appelle P2 égale P de A moins P1. C'est-à-dire qu'en fait, P2, c'est les parties de l'ensemble E qui ne contiennent pas. Eh bien, on peut définir une application de P1 vers P2 en disant que si A appartient à P1, f de A est la partie A privée de petit a qui appartient bien à P2. D'accord? Alors, il y a une bijection parce que si je prends une partie qui appartient à P2, bon, elle ne contient pas A, mais en lui, si j'appelle X cette partie et que je rajoute A, je vais avoir une partie qui appartient à P1 et f de cette partie sera bien égal à la partie que j'avais prise ici. Et puis d'autre part, si f de A, A étant une partie appartenant à P1, si f de A est égal à f de A', ça veut dire que A privé de A est égal à A' privé de A. Hein, et ben, A et A', déjà, ils contiennent A. Hein. Donc si je rajoute A, je vais trouver A est égal à A'. Donc j'ai une bijection, ça veut dire que P1 est équipotent à P2. Et donc, oui, alors P2, c'est l'ensemble des parties de E moins A. Donc E moins A, il est de cardinal n. Donc par l'hypothèse de récurrence, P2 va être de cardinal 2 puissance n. Donc P1, puisqu'il est équipotent à P2, aura le même cardinal 2 puissance n. Et comme P de A est l'union disjointe de P1 et de P2, d'accord? Eh bien, le P de A va être fini, le cardinal de P1 qui fait 2 puissance n plus cardinal de P2 qui fait 2 puissance n égale 2 puissance n plus 1. Et donc la propriété est vérifiée à l'ordre n plus 1. Et donc finalement, elle est toujours vraie, quel que soit n appartenant à n, même quand n vaut 0, c'est-à-dire même quand E est égal à vide. Et donc le théorème a été démontré. Alors, nous venons de voir que pour tout ensemble E, l'ensemble des parties de E est équipotent à l'ensemble des applications de E vers 0,1. Donc en particulier, si on remplace E par l'ensemble des antinaturels,
P de n est équipotent à l'ensemble des applications de n vers 0,1. Propriété, si je prends un ensemble A quelconque, alors A et P de A ne sont pas équipotents. Et il existe une injection de A vers P de A. En gros, l'ensemble P de A est plus grand que l'ensemble A. Alors on dira, mais un petit peu plus loin, que P de A est plus puissant que A, et on pourra l'écrire A est inférieur à P de A, ou P de A est supérieur à A. Il y en a qui mettent deux flèches. D'accord ? Bon, si A est l'ensemble vide, il faut noter que le P du vide, c'est vide. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut dire que vide est équipotent à vide? Parce que la seule partie de P, le seul élément de l'ensemble des parties du vide, c'est vide. Bah, évidemment que non, puisque ça c'est un singleton, alors que ça c'est vide. Voilà, ceci étant terminé, on peut dire par la suite que A n'est pas l'ensemble vide, et supposons qu'il soit équipotent avec P de A, donc il existe une bijection de A vers P de A. On va considérer l'ensemble E des X appartenant à A, qui n'appartiennent pas à B de X. Parce que effectivement, si X appartient à A, B de X, c'est une partie de A, un ensemble. Donc c'est légitime de se poser cette question. Bon, si c'est une bijection, vide qui appartient à P de A, il a un antécédent que je note alpha, unique, parce que c'est une bijection. Alpha égale B moins 1 de vide, B de alpha est égal à vide, donc alpha n'appartient pas à vide, aucun élément appartient à vide. Hein. Donc alpha n'appartient pas à B de alpha, et du coup, alpha appartient à E, qui est donc non vide. Si X appartient à E, alors, par définition, X n'appartient pas à B de X. Ça prouve que B de X n'est pas égal à E, bien sûr. Quel que soit X appartenant à E. Donc, quel que soit X appartenant à E, B de X n'est pas égal à E. A. Ça veut dire que E n'a pas d'antécédent par l'application B. Et donc que l'application B n'est pas surjective. Ce qui est contraire au fait que c'était une bijection. Donc il y a une contradiction. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas, que ça c'était faux, et donc A n'est pas équipotent à P de A. Mais on peut remarquer qu'il y a quand même une injection entre A vers P de A. Il suffit de prendre l'application qui a X appartenant à l'ensemble A, ceci le singleton X, et c'est évidemment une injection puisque si X est différent de Y, le singleton X est différent de Y, du singleton Y, et donc on a une injection ici. Voilà. Conséquence de tout ça, eh bien P de n est infini, non dénombrable. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il est infini? Il suffit de prendre l'application qui a n appartenant à n, associe le singleton n, comme je viens de le faire, appartenant à P de n. Et donc ça, il est clair que c'est une injection. Donc comme c'est une injection, P de n va être infini. Et puis elle n'est pas dénombrable, P de n n'est pas dénombrable, car n, on vient de le voir, on vient de le voir parce que je vais remplacer ici A par n et P de n ne sont pas équipotents. Donc, car n n'est pas équipotent à P de n, donc ça veut bien dire que P de n n'est pas dénombrable. Donc P de n est infini, non dénombrable. Une propriété qui va nous servir ensuite pour démontrer autre chose de plus important, donc une sorte de lemme. E est un ensemble infini, A a une partie de E qui est dénombrable, et on suppose que E moins A est une partie infinie de E. Alors E est équipotent à E moins A. Démonstration, E moins A est infini. Donc il contient une partie D qui est infiniment dénombrable. Soit D' est égal à E moins A privé de D. On va faire un dessin après. E est donc la réunion de A et
de E-A. E-A lui-même formé de la réunion disjointe D union D'. Sur un dessin, j'ai A. Ici, j'ai E-A qui est formé de D et d'une partie D'. Voilà. A étant dénombrable et D étant infini dénombrable, A union D est infini dénombrable. Bon. Donc, j'ai D et A union D qui sont infinis dénombrables. Donc, je sais que je peux les mettre en bijection. D'accord? Donc, il existe une bijection de A union D sur D, qui arrive en D. Je vais former l'application F de la façon suivante, de E vers E-A, qui à X fait correspondre B de X si X appartient à A union B, à A union D, et puis X si X appartient à D'. Parce que quand on a X appartient à D, à E, pardon, soit il appartient à A union D, soit il appartient à D'. Donc, ici, je l'envoie sur D'. Donc je vois bien que ce soit par B ou que ce soit par l'identité, j'envoie tout le monde dans E-A. Donc j'ai bien une application de E vers E-A, qui est injectif. Pourquoi? Parce que si f de x est égal à f de y, il y a plusieurs cas, mais il y en a l'un des deux qui appartient à union D, puis l'autre qui appartient à D'. Par exemple, x appartient à union D et y appartient à D'. À ce moment-là, B de x, il appartient à D. Alors que y, f de y, lui, il va être égal à y, il n'appartiendra pas à D. Bon, donc ils ne peuvent pas être égaux. On ne peut pas avoir f de x égale f de y dans ce cas-là. Si x, y appartiennent tous les deux à union D, là c'est plus facile parce que B est une bijection. Donc B de x égale B de y implique x égale y. Et si x, y appartient à D', c'est l'identité, c'est pareil, c'est une bijection, et donc on a x égale y. Donc on a bien à faire une injection. Maintenant c'est une surjection, parce que si x appartient à E-A, soit il appartient à D, auquel cas il a un antécédent par B, on peut dire que c'est B de B moins, l'antécédent c'est B moins 1 de x, et il en a un seul, parce qu'il ne peut pas en avoir un dans D', d'accord? Et puis, soit il appartient à D', et son antécédent, c'est lui-même. Donc elle est surjective, donc c'est bien une bijection. C'est une bijection de E dans E-A, ce qui prouve que E est équipotent à E-A. C'est exactement ce que je voulais.